Chers sœurs et frères, mes chers amis, le 1er juillet 2019, arguant de motifs de sécurité nationale, le Japon a décidé de restreindre à partir du 28 août 2019 l'exportation vers la Corée du Sud de 3 composants chimiques critiques pour la fabrication de semi-conducteurs et d'écrans plats. Cette décision rappelle à tous la grande dépendance des industriels mondiaux et de ceux de la Corée du Sud vis-à-vis de la recherche et développement japonaise. Et il nous a remis à tous en mémoire les risques de désorganisation de l'industrie high-tech mondiale concentrée dans cette Asie du Nord-Est. Des organisations qui prendraient la forme d'une réduction des quantités produites et d'une augmentation du prix des composants et par conséquent de celui des produits vendus au public que nous sommes. Ce scénario ne vous rappelle-t-il rien? Mais c'est précisément celui que j'avais prévu lors de mon masterclass de géocréativité de 2017 consacré à la crise Corée du Nord-États-Unis, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'actuellement, la Corée du Sud produit environ 60% des puces mémoire et 90% des écrans de smartphones du marché mondial. Comment en sommes-nous arrivés là? Souvenez-vous, à l'automne 2018, la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné à Nippon Steel, qui est le premier fabricant d'acier au Japon, de verser des indemnités à 3 Coréens qui avaient été forcés de travailler pendant la période coloniale. Ce à quoi Tokyo a opposé un désaccord total, au motif qu'un accord de 1965, signé par les 2 pays, avait réglé tous les différends relatifs à cette époque coloniale. Aussitôt, les manifestations anti-japonaises et le boycott de produits japonais sont organisés ou intensifiés dans toute la Corée du Sud. À partir de ce moment, tout va s'accélérer. Le 2 août, le Japon va exclure de sa liste de pays de confiance la Corée du Sud. Le 22 août, celle-ci va répliquer en décidant de mettre fin au partage direct de renseignements militaires avec le Japon sur la Corée du Nord, suivant un accord conclu en 2016 entre les 2 pays. Vous le savez, mais je vous le rappelle, la Corée du Nord développe des armes nucléaires et maintient un programme de perfectionnement de ses missiles balistiques, mettant ainsi en danger l'équilibre régional. Dès le 25 août, la tension va atteindre un nouveau palier. En fait, la Corée du Sud va mener donc des exercices militaires dans la mer du Japon autour des îles que les 2 pays se disputent. Il faut préciser que ici, les manœuvres en question se tiennent généralement en décembre et en juin. L'initiative est jugée par Tokyo, je cite, absolument inacceptable. Avant que d'évoquer les conséquences prévisibles de cette démonstration de force de la part de la Corée du Sud et du Japon, vous vous demandez, mais qu'en est-il des États-Unis? Eh bien c'est simple, les États-Unis sont désemparés. Souvenez-vous, dans cette vidéo sur l'efficacité du principe de Paekche, que j'avais intitulé « La théorie de Paekche fonctionne », j'avais fortement mis en doute et contesté le rôle d'organisateur que la presse internationale avait octroyé aux États-Unis, s'agissant de la conclusion de cet accord de 2015 entre Japon et Corée du Sud sur les femmes de réconfort coréennes. Je disais aussi que les États-Unis n'étaient pas à l'origine de cet accord et qu'il n'y avait joué aucun rôle décisif. Non, cette fois-ci, il n'y a plus aucun doute. Les États-Unis avouent publiquement leur impuissance et confirment ainsi mes analyses. Je cite Michael Richard Pompeo, connu sous le nom de Mike Pompeo, le secrétaire d'État des États-Unis, s'exprimant sur cette tension entre ses alliés stratégiques. Je cite, « Nous sommes très inquiets, nous sommes déçus, il faut maintenir le dialogue, etc. etc. » Bon, vous lirez les détails de tout cela dans vos journaux. Je résume donc cette position états-unienne en un mot. Nous sommes impuissants. Et j'ajoute ceci. À ma connaissance,
Ces tensions de la péninsule coréenne qui opposent les 4 pays de la région sont le seul conflit sur cette planète au sujet duquel les États-Unis aient jamais avoué leur impuissance publiquement. Vous pourrez vérifier. Nous sommes impuissants. Les termes utilisés par Washington sont clairs et sans ambiguïté. C'est tout à leur honneur. Et pourquoi donc sont-ils impuissants, les hommes de Washington? À la suite du principe de Paekche, notre masterclass de géocréativité l'avait bien démontré. Les vives tensions entre la Corée du Nord, le Japon, la Corée du Sud et la Chine n'obéissent pas du tout aux forces de la géopolitique internationale et stratégique. Ces forces dynamiques qui ont construit le monde actuel depuis le XVe siècle et avec une puissance accrue depuis les 18e voire le milieu du 19e siècle. Dans la péninsule coréenne s'affrontent 4 forces, 4 nations qui suivent 4 trajectoires historiques bien distinctes. Je l'avais démontré. De ces 4 forces présentes dans la péninsule se détachent 2 principales, le Japon et la Chine. Donc, 4 forces s'affrontent dans la péninsule depuis 1400 ans et le milieu du 7e siècle de notre ère. Depuis 1400 ans et l'année 645, lorsque furent assassinés les patriarches des clans fondateurs du Japon par les Chinois. 1400 ans depuis les années 658 à 660, pendant lesquelles ces mêmes Chinois, accompagnés par les Sud-Coréens, vont génocider les ancêtres des Japonais, le peuple de Kudara que vous connaissez maintenant très bien, qui vivait sur ce territoire aujourd'hui nommé Corée du Sud. À ce jour, aucune institution, aucune instance internationale ne peut être saisie ou ne peut s'auto-saisir de cette affaire, encore moins la régler au plan juridique. Pourquoi? Vous vous souvenez que je l'avais également démontré et expliqué. Cette affaire, cette confrontation se situe au-delà de ce que les hommes peuvent réaliser, au-delà de ce que les hommes même peuvent influencer. J'avais aussi déclaré et scientifiquement démontré que pour cette affaire extrêmement grave, il y a 2 voies de sortie. Première voie de sortie, la voie diplomatique, s'appuyant sur la science africaine, et plus spécifiquement la théorie du principe de Paekche. Ben oui, parce que pour le moment, il n'y a pas d'autre outil théorique. Et heureusement pour nous, il a montré toute son efficacité. Seconde voie de sortie, la guerre. Et pour le moment, c'est cette option qui est dominante. Ça commence toujours par la guerre de l'information, c'est-à-dire la guerre culturelle, la guerre scientifique, puis c'est la guerre économique et commerciale. Donc c'est à ce stade où nous sommes aujourd'hui, entre le Japon et la Corée du Sud. Et enfin, c'est la guerre, tout simplement. Les dirigeants d'Asie du Nord-Est et leurs conseillers ont toutes les solutions à disposition sur la table pour emprunter l'une ou l'autre des voies de sortie, pour prendre les bonnes décisions. Mes chers amis, maintenant abordons ensemble quelques remarques et conséquences immédiates. Remarque numéro 1. Ces décisions du Japon pour un contrôle strict de leurs exportations de composants vont entraîner des surcoûts pour les fabricants. Et ce sont les consommateurs comme nous qui, en bout de chaîne, vont en payer la facture. Les consommateurs, c'est vous, mes chers amis, mes chères sœurs et frères. Les consommateurs, c'est nous. Consommateurs de smartphones, d'ordinateurs, d'écrans plats, de caisses enregistreuses, c'est-à-dire les particuliers, les professionnels, de tous ces produits qui sont d'une manière ou d'une autre composés de circuits intégrés, de puces mémoire ou de modules mémoire. Deuxième remarque, cette guerre commerciale met aux prises un poids coq, la Corée du Sud, et un super poids lourd de l'industrie, le Japon. Vis-à-vis du Japon, la Corée du Sud a toujours accusé un déficit de sa balance commerciale. Les statistiques de l'ONU estiment ce déficit pour l'année 2017 à 25 milliards de dollars. Ce handicap s'explique essentiellement par l'industrie high-tech, c'est-à-dire la haute technologie.
Cette inégalité s'illustre encore mieux dans la branche industrielle des smartphones. Il faut savoir que le Japon représente à lui tout seul 90% de la production mondiale de polyimides fluorés et de photorésine et environ 70% de celle de l'hydrogène fluoré. Ce sont les trois composants dont j'ai parlé tout au début de notre communication et que Tokyo a décidé de surveiller dans leurs exportations vers la Corée du Sud. Ce sont ces trois composants donc que Tokyo a placés sous contrôle administratif renforcé. Il sera donc extrêmement difficile aux industriels sud-coréens de trouver une alternative avant plusieurs années. Troisième remarque, les industriels des semi-conducteurs pèsent environ 30% du produit intérieur brut de Corée du Sud. Ils ont réalisé environ 21% des exportations en 2018. Le leader mondial Samsung est le premier employeur en Corée du Sud, avec environ 100 000 employés. Son chiffre d'affaires égale environ 15% de la richesse nationale. L'activité mémoire, avec la fabrication de puces, représente plus de 30% des revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de Samsung. Ces quelques données statistiques démontrent clairement la dépendance de l'économie coréenne vis-à-vis de son électronique et plus spécifiquement vis-à-vis des semi-conducteurs et de son entreprise Samsung. Le constat est simple. Les tensions actuelles pourraient faire très mal de façon durable et brutale à l'économie sud-coréenne. À partir de là, il n'y a plus qu'un pas entre la guerre commerciale et la guerre militaire tout court. Chers lecteurs, mes chers amis, à ce stade, quelques précisions sont nécessaires. En cas de réduction significative, mais peu probable, du moins je l'espère, donc des livraisons de ces trois produits chimiques très importants par le Japon, les effets seraient brutaux et dévastateurs pour l'économie sud-coréenne. Et pourquoi? Examinons la situation en 3 points et un exemple, celui du groupe Samsung, qui est directement concerné par les décisions administratives prises par le Japon, n'est-ce pas? Alors, premier point, on remarque tout de suite que l'économie sud-coréenne est structurellement orientée vers les exportations. Donc, exportation de produits manufacturés vers le monde entier. Et ce commerce représente environ 80% du PIB de la Corée du Sud, contre une moyenne de 56% dans l'OCDE. Et c'est facile de conclure que la croissance sud-coréenne dépend essentiellement donc de ses ventes à l'étranger, de ses exportations. Deuxième point, cette économie sud-coréenne est dominée par une cinquantaine de conglomérats, c'est-à-dire des gros industriels qui opèrent dans de multiples secteurs d'activité. C'est le cas de Samsung qui est le plus grand groupe de Corée du Sud, mais il y en a également d'autres que vous connaissez peut-être, comme par exemple Hyundai, Hanjin, POSCO dans la sidérurgie, le transport naval, Lotte, Shinsegae qui sont dans la distribution grand public, SK qui est également dans l'électronique et bien d'autres encore. Alors, le site de Bloomberg nous fournit pour 2018 quelques chiffres que je vais vous donner ici. Les 10 premiers de ces grands groupes industriels coréens représentent environ 70% du produit intérieur brut. Les 5 premiers d'entre eux représentent environ 50% de l'indice boursier de Corée. Et leurs actifs, donc les actifs des 5 premiers groupes industriels, représentent environ 110% du PIB. Et Samsung, à lui tout seul, représente environ 42% du produit intérieur brut. Donc vous remarquez tout de suite qu'il y a un effet de concentration, tant au niveau de la production de richesse que de leur cumul, n'est-ce pas? Et de ce fait, donc, le tissu de petites et moyennes entreprises est très limité, tant au nombre qu'en variété de secteurs industriels dans lesquels on pourrait les retrouver, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que les PME existantes, les petites et moyennes entreprises qui existent, ont un savoir-faire et une capacité en termes de création d'emplois très limitée, voire faible. Troisième point, ces conglomérats, donc ces groupes industriels coréens, sont structurés sans logique industrielle
et surtout pratiquent l'intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance à contrôler toutes les activités, donc d'amont en aval, c'est-à-dire depuis les matières premières jusqu'à la distribution du produit fini. Un exemple, par exemple, au hasard, le textile. Donc, ils auront une tendance à vouloir contrôler la production donc, de coton dans les champs, donc au niveau agricole, la transformation de ce coton et puis la fabrication de divers produits pour tous les secteurs qui ont besoin donc, de cette matière première particulière, n'est-ce pas? Et puis la distribution aussi. Alors, donc on va maintenant se concentrer sur un exemple parlant, donc très représentatif de ce qui se passe en Corée du Sud avec le groupe Samsung. Donc Samsung est présent dans de nombreux secteurs industriels, tels que l'électronique, la santé, avec leurs hôpitaux, l'éducation avec leurs écoles et leurs universités, mais aussi les assurances, l'énergie nucléaire, l'automobile, l'industrie navale. Il y a bien d'autres secteurs encore que vous pouvez trouver vous-même. Alors, tous les autres conglomérats, ceux que j'ai cités et bien d'autres, ont tous le même profil type d'organisation. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, concentrons-nous sur l'activité électronique de Samsung. Alors, l'entreprise qui représente les activités électroniques de Samsung, c'est Samsung Electronics. Et selon leur bilan, donc celui de 2018, donc les chiffres que je vais vous donner sont fournis par Samsung lui-même. Donc en 2018, Samsung Electronics a réalisé un chiffre d'affaires de 219 milliards de dollars. Donc qu'il faut comparer aux 330 milliards de dollars. Donc j'avais dit 219 millions. Non, c'est 219 milliards de dollars qu'il faut comparer aux 330 milliards de dollars de tout le groupe, c'est-à-dire toutes activités confondues. 330 milliards, ça c'est mon estimation parce que les derniers chiffres c'est 305 milliards de dollars et ça date de 2014. Et on voit que l'activité électronique représente à peu près 66% de tout le chiffre d'affaires, ce qui est considérable. C'est la même chose qu'on retrouve au niveau des salariés avec 330 000 salariés pour la branche électronique contre 440 000 pour tout le groupe. 440 000 c'est encore mon estimation parce que les derniers chiffres parlent de 400 000. Donc ce qui fait que les salariés travaillant dans l'électronique pour Samsung représentent environ 75% de l'ensemble des salariés. Donc on en conclut facilement que le groupe Samsung c'est surtout l'électronique, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc dans cette activité électronique, et ils sont comme ça sur 4 marchés principaux de l'électronique. On va s'intéresser aux semi-conducteurs. Et dans cette branche semi-conducteur, on va s'intéresser au marché. Donc, dans la branche semi-conducteur, il y a environ 3 marchés principaux. Et de ces 3 marchés principaux, on va s'intéresser aux puces mémoire, puces et modules mémoire, dont Samsung détient environ 40% du marché mondial devant Intel. Et c'est ce marché des puces mémoire qui est directement visé par les décisions de Tokyo. Alors, ces puces mémoire représentent environ 84% du chiffre d'affaires des semi-conducteurs, c'est-à-dire environ 30% du chiffre d'affaires de Samsung Electronics. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça signifie que cette activité semi-conducteur qui fait partie de la branche, cette activité des puces mémoire qui fait partie de la branche d'activité des semi-conducteurs, qui est également simplement une des branches de l'activité électronique en général, est très importante, donc très sensible, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à l'économie coréenne, si on combine d'une part une économie fortement dépendante des exportations, et puis deuxième point, des géants industriels verticalement intégrés et qui contrôlent toute l'économie ou presque, troisième point, donc un tissu de PME très limité, non compétitif au plan international et puis qui en termes d'emploi et de savoir-faire sont assez faibles, on obtient donc le scénario que j'avais annoncé, c'est-à-dire le scénario d'une réaction en chaîne, puis l'effondrement rapide de l'économie coréenne, n'est-ce pas? L'économie sud-coréenne. Et l'exemple de Samsung l'illustre bien. Si sa branche semi-conducteur est arrêtée, parce qu'il n'y a par exemple pas de composants japonais qui arrivent, eh bien c'est tout le groupe qui va s'écrouler, tout simplement. Il y aura un effet de contagion rapide dans les secteurs dû au fait de cette intégration verticale des conglomérats, et aussi parce qu'il y a des participations croisées, c'est-à-dire que ces conglomérats possèdent des actions les uns des autres, n'est-ce pas? Et si vous allez dans le bilan de Samsung, vous allez retrouver que Samsung, dans son bilan, déclare avoir des actions de tel et tel groupe industriel sud-coréen. Donc, mais dans le scénario qui nous intéresse, c'est ça qui va donc accélérer
l'effondrement de l'économie. Pourquoi? Parce que si un groupe industriel annonce des résultats négatifs, son cours de bourse va rapidement chuter et tous ceux qui possèdent ces actions vont vouloir s'en débarrasser, n'est-ce pas, pour protéger leur investissement. Et ça, psychologiquement, ça va accélérer, n'est-ce pas, l'effondrement de l'économie parce que chacun essaie de se protéger contre les difficultés qui arrivent. Et point supplémentaire, ces groupes industriels sud-coréens ont en moyenne une rentabilité légèrement inférieure à la moyenne mondiale. Pour des raisons que je ne vais pas développer ici. Mais cette particularité va les fragiliser à ce moment-là et rendre très probable, très possible, donc ce scénario d'effondrement rapide, n'est-ce pas? Et évidemment, les investissements étrangers vont se raréfier, n'est-ce pas? Alors, comment se rattraper si à côté de ça, les PME qui sont très peu nombreuses et surtout assez faibles, pour les raisons que j'ai dites, donc comment se rattraper? Donc l'économie va simplement s'effondrer avec le chômage et toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Donc prise dans ce cercle vicieux, l'économie sud-coréenne va tout simplement s'effondrer comme un château de cartes. Voilà, ce sont des choses qui sont déjà arrivées dans d'autres pays. Donc, mais alors, ce qui est important à souligner ici, c'est que l'ironie de toute cette affaire, c'est que le danger, ce n'est pas le gouvernement japonais ni le Japon, c'est-à-dire les décisions qui sont prises là-bas depuis le mois d'août. Le danger, c'est la baisse du marché, donc la baisse de la demande au niveau du marché des semi-conducteurs, donc également la baisse des prix, n'est-ce pas? Et surtout, la concurrence des industriels chinois qui sont également intéressés maintenant par ce secteur très juteux des semi-conducteurs. Et les chiffres de Samsung, donc de 2018 que je vous ai annoncé tout à l'heure, ce sont des chiffres en baisse. Samsung a annoncé une baisse de 5% de son chiffre d'affaires et une baisse de 22% de son résultat d'exploitation, n'est-ce pas? Alors, donc, pour terminer, je peux simplement dire qu'entre Coréens et Chinois, la guerre ne fait que commencer. Quatrième remarque. Les analystes de la géopolitique relient ces tensions aux conditions de la colonisation des Corées du Nord et du Sud par le Japon entre 1910 et 1945. Et d'autre part à la volonté des dirigeants coréens et japonais de flatter leur électorat. Bon, soyons sérieux. Qui prendrait le risque de déclencher une guerre potentiellement nucléaire pour simplement gagner une élection qui n'aura pas lieu avant 2 ans? Et alors même qu'on a toutes les manettes du pouvoir bien en main. Alors je rappelle que les élections à la Chambre des conseillers, donc qui est à peu près un équivalent du Sénat, donc la Chambre des conseillers au Japon, donc qui a eu lieu le 21 juillet 2019, a donné une large victoire au camp du Premier ministre Shinzo Abe, n'est-ce pas? Et qui conserve donc sa majorité au Sénat, majorité simple, et qui lui permettra, et il restera au pouvoir, donc au poste de Premier ministre, au moins jusqu'en septembre 2021. Et il bat ainsi même le record d'installation au poste de Premier ministre dans l'histoire du Japon. C'est pareil pour son homologue sud-coréen Moon Jae-in, donc qui a été élu en mai 2017 et qui sera donc au poste de président de la République de Corée pendant 5 ans non renouvelables. Donc il n'y a donc pas de pression électorale insoutenable ni au Japon ni en Corée pour pouvoir justifier ce que certains commentateurs disent. Et puis je rappelle que ces décisions politiques qui sont à l'origine des tensions dont nous parlons reçoivent un large soutien populaire qui transcende les clivages politiques et idéologiques dans leurs pays respectifs. Donc ces analyses géopolitiques reposent sur les ressorts du XXe siècle et la guerre froide et donc ne fonctionnent pas dans le cas qui nous intéresse. En revanche, mon masterclass de géocréativité a démontré avec succès que dans cette péninsule coréenne sont à l'œuvre les effets de 14 siècles de guerre sans répit et sans merci entre ces 4 peuples très différents. Au XXIe siècle, nous aurons le privilège d'assister à l'épilogue, à la conclusion de cette longue confrontation hégémonique entre d'une part le peuple japonais, seule nation survivante
de plus de 1400 ans de génocide à l'échelle de l'Asie, qui avait pour objectif l'éradication de la race noire et de sa civilisation, et d'autre part les Han, qu'on appelle aujourd'hui les Chinois, qui pensèrent, organisèrent et exécutèrent ces génocides, et les Shilla, qu'on appelle aujourd'hui les Sud-Coréens, qui accompagnèrent les Chinois dans l'une de leurs dernières entreprises génocidaires contre le peuple noir de Kudara, que vous connaissez maintenant très bien, le royaume jumeau du Japon actuel, qui occupait alors ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule coréenne et plus spécifiquement le territoire nommé Corée du Sud. Après le massacre de toute la population de Kudara, y compris les animaux, ce sont les Shilla qui vont s'approprier leur pays et leurs richesses. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence des Sud-Coréens là où ils sont. Chers sœurs et frères, soyez très attentifs à cette région d'Asie du Nord-Est. C'est de là-bas que surgiront les forces spirituelles, culturelles et politiques qui organiseront et dirigeront le monde pendant plusieurs milliers d'années. La période transitoire que nous traversons depuis le XVe siècle est achevée. Les géopoliticiens peuvent continuer de rêver. Il n'y aura pas de monde multipolaire avant très longtemps. Cette multipolarité que je mets entre guillemets est une simple vue de l'esprit de certains intellectuels et leurs écoles de pensée. Ils oublient à dessein qu'il n'y a qu'une seule civilisation sur cette planète, la civilisation africaine, celle du peuple noir qui est dispersé dans le monde entier, civilisation africaine à côté de laquelle bourgeonnent ou survivent des cultures de peuples nomades. Pour devenir ou créer un pôle mondial de civilisation, une nation doit bâtir une civilisation entière. Il ne suffit pas d'emprunter, et je mets emprunter entre guillemets, un modèle de système politique par-ci, la spiritualité d'un autre peuple par-là, et puis comme ça, composer un pot pourri de paradigmes étiquetés civilisation. L'histoire montre bien que c'est un ensemble civilisationnel cohérent, éprouvé et complet qui génère naturellement ou presque les effets d'un pôle civilisationnel ou géopolitique. Ce ne sera jamais ni la guerre militaire ou la conquête commerciale, encore moins les ambitions d'un dirigeant ou une caste de patriciens. En résumé, pas de civilisation, pas de pôle géopolitique. Le monde demeurera unipolaire. Avant de remettre en ligne les analyses du masterclass de géocréativité de 2017 que j'avais consacré à l'étude des nations d'Asie du Nord-Est, je termine avec un mot sur la géocréativité. Alors, j'ai inventé ce concept il y a quelques années pour distinguer le modèle scientifique d'exercice intellectuel, de réflexion et d'action en vigueur chez les Noirs depuis au moins 10 000 ans. À partir de connaissances et d'outils scientifiques, la géocréativité permet d'analyser, de comprendre et de prévoir les phénomènes sociopolitiques, historiques, qui affectent les communautés humaines et les États dans l'optique de leur préservation. En cela, la géocréativité s'oppose frontalement à la géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique? Ce n'est pas une science. C'est essentiellement la mise en forme rationnelle d'idées, de projets et l'organisation, la coordination et la combinaison de moyens intellectuels, politiques, économiques, financiers, religieux et militaires, correspondant donc à ces idées et projets, dans le but de réduire en esclavage ou de détruire ces communautés et ces États, avec la ferme volonté de s'emparer de leurs biens culturels et de leurs ressources naturelles, soit par la force, soit par la ruse. Telle est ma définition de la géopolitique, un modèle de pensée et d'action sur la nature duquel il ne faut pas du tout se tromper. La géopolitique, dont le paradigme central est la mort, la destruction, avec comme contre-valeurs auxiliaires par exemple le mensonge, la manipulation, ne saura jamais rendre compte des centres d'intérêt, des priorités culturelles et des défis civilisationnels du peuple noir, dont la vision du monde est celle de la vie de tout être et la préservation de cette vie, incarnation de la force créatrice et organisatrice de l'univers. C'est avec assiduité que les Noirs,
intellectuels ou non, fidèles en cela à leurs ancêtres, doivent pratiquer la géocréativité par l'observation de l'environnement proche et lointain et la maîtrise du plus grand nombre possible de sciences et de techniques afin de percer les mystères de la nature et le fonctionnement subtil du monde qui nous entoure et dont nous faisons intimement partie. Pour y parvenir, ces femmes et hommes de science et de savoir devront accepter, intégrer et refléter au quotidien ces valeurs cardinales africaines que sont la vérité, la justice et la préservation de la vie, car l'orientation permanente vers ces trois constantes cosmiques permet au peuple noir d'être aligné et en harmonie avec le cosmos tout entier et ses forces directrices. Chers sœurs et frères, chers lecteurs, mes chers amis, la géocréativité est l'outil d'analyse du futur, un instrument de forte puissance au service de l'action. Utilisez-la, mettez-la en pratique dès aujourd'hui même. Chers amis, votre patience sera bientôt récompensée car, vous l'avez constaté dans notre analyse du jour, l'histoire et le présent et l'histoire sont désormais confondus et ne forment plus qu'un tout, un seul. Nous faisons ensemble le pari que le monde nouveau qui est déjà là porte en son sein les rêves et les espoirs les plus inattendus, les plus fous, les nôtres et ceux de nos valeureux ancêtres. Je vous remercie pour vos multiples attentions et je vous dis à très bientôt.